dans les épisodes précédents, elle nous a parlé du mythe des enfants. Christine Tardieu nous a parlé du mythe des enfants loups parce que ce qui l'intéressait, c'est de savoir est-ce que la bipédie est un héritage vraiment. Est-ce qu'on est bipède ou est-ce qu'on le devient? Et comme la théorie, entre guillemets, le mythe des enfants loups, c'est des enfants qui ont été élevés par des animaux et non pas par des humains, et du coup, euh, il apparaîtrait, si ces mythes étaient entre guillemets vrais historiquement, que dans ces cas-là, ils se retrouvent à quatre pattes. Ça, c'était pour le mythe des enfants loups. Mais voilà, sa conclusion était que on ne peut pas vraiment faire confiance à ces histoires à 100%. Il y a plein de biais et donc voilà, prendre avec des pincettes. On avait vu que la position de l'articulation entre. Alors, hop, je vais vous montrer le super logiciel. La position de l'articulation en fait entre les premières vertèbres et le crâne, qui chez l'homme est centrale par rapport au crâne. Si on considérait que c'est un cercle, l'articulation est beaucoup plus centrale que chez les primates, où cette articulation va être beaucoup plus postérieure, donc beaucoup plus vers l'arrière. Et cette articulation ben, permet notamment la bipédie pour avoir cette position centrale, mais est certainement aussi responsable de la possibilité au cerveau d'évoluer et de grossir. C'est une hypothèse. Après, comme elle le dit elle-même, l'étude de cette articulation-là et du crâne, etc., c'est pas forcément sa spécialité. Elle, c'est vraiment tout ce qui va concerner la marche, mais c'est quand même une information intéressante. On avait vu aussi la différence aussi entre le bassin des primates et le bassin humain. Le bassin humain est un peu positionné en V, alors que le bassin des primates est plus, on va dire, côte à côte, hein, vraiment parallèle. Nous, on est plutôt comme ça. On a aussi un bassin qui est beaucoup plus tassé en hauteur, hein. Si on prend le haut de la crête iliaque et la pointe de l'ischion, hein, qui sont, voilà, la crête iliaque, c'est ce rebord-là sur le côté, et l'ischion, c'est quand vous sentez ce qu'on appelle vulgairement les os du cul pointus, en fait, c'est votre ischion, voilà, que vous sentez. Donc, si on prend la hauteur entre la crête iliaque et l'ischion, chez nous, c'est beaucoup plus petit que chez les primates, et ça s'explique notamment du fait de notre mode de locomotion. En étant bipède, on va être, entre guillemets, écrasé par par le poids, en fait. Il va y avoir une action en compression, alors que chez les primates qui sont arboricoles, ça va plutôt étirer puisqu'ils vont se suspendre, etc. Donc, ce qui explique ces différences. Il y avait l'importance aussi du sacrum sur lequel vient s'articuler les deux ailes iliaques, parce qu'en fait, votre bassin, c'est pas une seule pièce, hein, c'est deux os de chaque côté et qui viennent s'articuler avec le sacrum au milieu. Juste devant, j'arriverai à viser ou pas? Devant, vous avez qui permet aux deux os de joindre, vous avez ce qu'on appelle la symphyse pubienne. Et en fait, tout ça, ça permet d'avoir une petite articulation de vos deux ailes du bassin. Il y a une sursollicitation de l'os en position verticale. Par rapport au fait que c'est tassé, du coup, pour s'adapter à cette contrainte, le bassin s'est formé comme ça, justement. Parce qu'effectivement, c'est vrai que le bassin va centraliser tous les points. C'est l'intermédiaire entre les jambes, vos membres inférieurs, et le haut du corps. Donc forcément, ça va encaisser beaucoup de contraintes. Donc il faut quand même que ce soit bien pensé, ce truc-là, pour bien absorber toutes ces contraintes. Donc le fait qu'il y ait au total, on va dire, 3 os permet de légères articulations, et quand vous marchez, on ne s'en rend pas compte et on ne le sent pas forcément, mais votre bassin bouge très légèrement. Et c'est aussi pour ça que parfois vous avez mal à ce qu'on appelle la sacro-iliaque, c'est-à-dire l'articulation entre le sacrum et l'aile iliaque du bassin. Voilà. Vous vous demandiez c'est quoi la sacro-iliaque, là vous pouvez maintenant la visualiser.
Alors, cette position en V a eu aussi un impact, c'est que, on va dire, le trou de sortie s'est rétréci. Et du coup, il a fallu. Alors, la symphyse pubienne, c'est pas ce qui permet l'accouchement, hein, c'est juste la jonction au niveau du pubis entre les deux ailes iliaques. Mais le fait que ce soit mobile, que le bassin, voilà, il y ait l'articulation avec le sacrum, etc., heu, permet effectivement une certaine modification juste avant l'accouchement. Alors il y a nutation contre nutation, hem, qui va venir. Vous allez avoir le sacrum qui va, légèrement, s'incliner, et cetera. Les os vont bouger un petit peu pour essayer d'élargir au maximum justement la sortie, parce qu'en haut c'est large, mais en bas c'est beaucoup moins large. Donc il va y avoir effectivement plein de choses qui vont essayer de détendre tout ce qui va être ligament, et cetera, pour que, voilà, le bassin, ben, essaye d'avoir le plus de place pour permettre, au bébé de sortir, quoi. Et c'est ce qui fait aussi que parfois, bah, les femmes qui, après l'accouchement, peuvent avoir des douleurs au niveau de la sacro-iliaque, au niveau du bassin, etc. Parce que bah, ça a bougé et des fois, a priori, ça revient pas toujours bien. Enfin, voilà. Après, c'est pas tout le temps, mais c'est des retours que j'ai eu. Je n'ai pas eu personnellement d'enfant, donc je ne peux pas en témoigner personnellement. Mais voilà, ça bouge effectivement au moment de l'accouchement. Après, ce qui permet l'accouchement, malgré le fait que du coup, ça est rétréci en bas, puisque c'est en V, hein, comme un entonnoir en fait, c'est ben, on a un cerveau qui a augmenté en volume. On a une sortie qui a diminué. Et ça matche pas. Donc, ce que la nature a fait, elle a dit, bah, on va, entre guillemets, du coup, le tidum va n'être pas fini. Donc, c'est pour ça que le développement du cerveau chez les bébés est très important. Parce que vraiment, quand on dit le cerveau, il est immature, il est vraiment immature, quoi. Les bébés, on pourrait dire que les bébés naissent plus tôt, mais c'est plutôt avec un cerveau pas fini. C'est plutôt dans ce sens-là, parce que est-ce que s'il y avait de la place, ça mettrait plus de temps, et cetera? Je n'ai pas la réponse. Je peux pas te le dire, Carros. Mais par contre, ils naissent, oui, pas finis, si on peut dire. Enfin, c'est un peu un raccourci un peu grossier, mais c'est ça. Le cerveau ne va pas jusqu'au maximum de son développement avant la sortie, quoi. Et c'est pour ça aussi qu'on a besoin de beaucoup accompagner les enfants, entre autres. Entre autres, entre autres. D'ailleurs, Kéros, je sais pas si tu as entendu, parce que j'ai vu ta question après coup. Tu me demandais, je crois, si je faisais des petits jeux en dehors, et j'ai répondu juste avant de voir tes messages. Donc, je sais pas si tu as entendu que oui, oui, ça faisait partie des choses que je voulais faire de temps en temps, des petits streams surprises où je joue à Ori. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait vu? Donc ça, c'est le bassin. Donc bassin, comme je vous disais, pièce très importante. Ah oui, le sacrum aussi. Le sacrum qui, comme vous le voyez, les vertèbres vont venir s'empiler sur le sacrum. Et aussi, quand on regarde la colonne de profil sur le côté, dans le plan sagittal, on voit qu'il y a des courbures. Et ces courbures, elles sont impactées, enfin, elles sont le fait de la bipédie, mais elles sont aussi le fait de, hop, si je prends que le sacrum, ici vous avez cette surface-là qui va donc recevoir les vertèbres. Cette surface-là, elle a un angle. Et en fait, selon l'inclinaison de votre sacrum, bah, ça va avoir un impact sur tout le reste de vos courbures. S'il est très incliné, vous allez avoir des courbures très marquées. S'il est un petit peu verticalisé, vous allez avoir des courbures moins marquées. Tout. Et tout ça, quand on parle de la colonne vertébrale, de ses courbures, du bassin, etc., euh, au final, il y a un truc aussi qu'on a vu, c'est que le bébé, quand il naît à la naissance, il n'a pas ces courbures. Il n'a pas son sacrum n'a pas l'inclinaison d'un bipède. Il y a des angles, certains angles, certaines choses qui ne sont pas encore là. Ça va venir,
ça va se modifier et les courbures vont apparaître au fur et à mesure de son évolution motrice. Les enfants, les bébés, ont plusieurs phases de niveau, ce qu'on appelle des niveaux d'évolution motrice. Euh, redresser la tête, se retourner, ramper, se mettre à quatre pattes, puis en chevalier servant, puis debout avec appui, etc. Il y a plusieurs étapes. Et en fait, c'est au cours de ces étapes, à travers son expérience et son ascension, on va dire, vers la bipédie, que son corps, son squelette va se modifier et qu'on va voir ses courbures apparaître. Autre chose, au niveau, cette fois-ci, des jambes, là encore, le squelette d'un enfant n'est pas le même qu'un adulte. Si on prend ici, alors c'est la jambe droite du coup qu'on regarde de face, si vous regardez le fémur, qui est donc l'os de la cuisse, vous prenez ce point-là et ce point-là, vous voyez que le fémur est légèrement oblique, avant d'avoir un tibia du coup qui retrouve droit. Et en fait, cette obliquité du fémur n'existe pas chez les enfants. Chez les enfants, on a plutôt à l'inverse, on a même plutôt tendance à avoir le genou qui est plutôt vers l'extérieur. Et c'est là encore la bipédie, le fait de se redresser. Du coup, excusez-moi, on a besoin de cet angle pour pouvoir marcher et décaler notre poids de droite à gauche. En fait, c'est l'idée, c'est d'avoir une bipédie qui soit économe. Et pour accéder à une bipédie économe, en fait, il faut gérer au mieux les forces et les contraintes qui vont s'appliquer. Alors, je vais essayer, c'est l'occasion d'essayer justement peut-être la tablette en essayant de vous faire un petit dessin. Je ne garantis rien, hein. Je ne garantis vraiment rien. Mais on essaye. En gros, là, je vais juste dessiner le bassin d'un enfant. On est de face, hein. Lui, il va plutôt avoir tendance à avoir les jambes un peu, je caricature, mais un peu comme ça. Bon, c'est une caricature, hein. Hop, tac, on va faire une tête, des bras. C'est pas du tout à l'échelle, ne vous fiez pas à l'échelle. Ce qui est important, c'est surtout le bas, voilà. Alors que l'adulte, si je refais le bassin, on a plutôt un angle comme ça. Alors, je suis obligée de décaler un petit peu, mais vous allez voir, je vais vous remontrer. On a plutôt ça. Alors, pareil, hein, j'adore, c'est pas du tout à l'échelle. Vous voyez ici, il y a un angle entre le haut, ici, de la tête du fémur. En fait, ici, c'est le col du fémur. C'est ça que se cassent souvent les personnes d'un certain âge lorsqu'elles chutent, c'est le col du fémur. Après, il n'y a pas que les personnes âgées qui se cassent le col du fémur. Mais on voit qu'il y a un petit décalage avant de revenir. Marron, mais à chaque pas que l'on fait, on doit obligatoirement décaler notre centre de gravité de droite à gauche. Si l'on reste parfaitement droit, on tombe en fait. Oui, mais alors ça, on va en parler après, mais oui, effectivement. Donc là, quand le bébé est à quatre pattes, le fait d'avoir les jambes comme ça, un peu arquées, c'est pas forcément un problème. Mais à partir du moment où il va se mettre debout, et que du coup, vous allez avoir, on va dire, voilà, le poids qui va peser comme ça. Vous voyez qu'ici, il y a beaucoup de contraintes au niveau des genoux. Et du coup, vous allez avoir à l'intérieur, pas comment expliquer, mais enfin, non, je n'ai pas cliqué. Au niveau de l'intérieur du genou, ici et là, va y avoir des contraintes très très fortes. Or, l'os. Et bonsoir, efficience. J'adore la science. Mais je te suis. What the fuck. Et bonsoir. Mais oui, c'est bizarre. Ah ouais, oui, il me semblait que tu followais. Bah alors. Efficience, hein, vulga de physique. N'hésitez pas à aller voir et à follow, hein. C'est toujours très intéressant.
Donc en fait, on a des contraintes qui vont s'appliquer sur l'intérieur, merci Colérigan, sur l'intérieur des genoux. Et comme l'ostéogenèse de l'os se fait notamment grâce à la contrainte, il faut qu'il y ait, je te dis des rumeurs que quoi de Switch lui permettait d'unfollow, je commence à le croire. Bah visiblement, ouais, mais des fois je vois qu'il y a, j'ai enfin, après je sais qu'il y a des gens qui unfollow, ça arrive, mais des fois je suis là, ah bon? Enfin, c'est assez bizarre, quoi. Donc c'est bizarre, ouais, parce que je suis persuadée que tu suivais déjà, hein. On va garder en tête. Si jamais il y a un follow, on saura que Twitch déconne. Donc l'ostéogenèse, donc la fabrication de nouvel os se fait en fonction des contraintes. C'est notamment pour ça que bah, c'est important de marcher, de bouger, et au final, le fait de se tenir debout a un impact aussi sur l'ostéogenèse des os, et c'est d'autant plus vrai chez les enfants. Donc chez l'enfant, quand il va se mettre debout, ben, ses jambes arquées, va y avoir des contraintes hyper fortes à l'extérieur, puis c'est pas du tout efficace au niveau de la gestion du centre de gravité et du poids. Donc, cette contrainte va entraîner une fabrication augmentée d'os sur la partie interne. Et en fait, à terme, on arrive à cette obliquité fémorale qui est inexistante chez les bébés. C'est pour ça qu'il faut bien avoir en tête que les bébés, en fait, n'ont pas un squelette d'adulte. Ce n'est pas des copier-coller, c'est pas des mini adultes. Ils ont un squelette différent et qui va se former. Les contraintes, c'est de la physique, oui, oui, mais je suis jamais à l'aise quand je dois parler de physique et tout, avec les vecteurs de force et tout. Je suis, oh là là, je suis en train de raconter n'importe quoi, je sais pas l'expliquer bien. J'arrive à le comprendre, mais à l'expliquer, c'est autre chose quand c'est pas ton domaine d'expertise. C'est des têtards d'adultes, quoi. Ouais, on pourrait voir ça un peu plus ou moins comme ça. Après, la différence des têtards, c'est que c'est pas justement programmer génétiquement l'évolution qu'ils vont avoir vers la grenouille. Là, c'est très clair. Tu jamais. Merci, Efficience, pour tes encouragements. euh, c'est même pas, voilà, c'est même pas programmé génétiquement, c'est le fait de se mettre debout. C'est vraiment cette étape-là qui va être importante pour l'évolution du squelette. Et notamment dans mon métier, alors je vais fermer ça un petit peu parce qu'en blanc c'est assez flash. Notamment dans mon métier, on fait des appareils qu'on appelle des verticalisateurs pour les enfants qui justement ne peuvent pas se mettre debout, parce qu'il faut les mettre en charge. Et salut 2020, il faut les mettre en charge pour permettre à leurs os de bien se former, de bien se former. Parce que sinon, vu qu'il n'y aura pas cette contrainte appliquée, ben, l'os ne va pas bien grandir et on va pas retrouver l'obliquité du fémur, on va pas retrouver l'angle au niveau du col du fémur aussi. Donc, c'est même pas programmé génétiquement, c'est le vécu qui va faire que le squelette va prendre cette forme. Donc on est vraiment, pour le coup, en tout cas pour cette partie-là, sur un aspect qui n'a rien à voir avec la génétique. Je sais que les os crânes se soudent. Il y a quelle autre différence entre les squelettes d'enfants et d'adultes? Bah, il y a alors je ne sais pas si à quel moment, si tu viens tout juste d'arriver. Donc il y a cette obliquité du fémur qui n'existe pas chez les enfants. Il y a, comme on l'a vu juste à l'instant, il y a les courbures vertébrales qui n'existent pas encore aussi chez les tout jeunes enfants. Ok. Chez les tout jeunes enfants, ces courbures-là n'existent pas. C'est encore une fois le fait de se mettre debout qui va faire que le sacrum va changer son angle, comme les vertèbres vont venir s'empiler sur le plateau sacré ici. Bah forcément, le fait qu'il soit plus ou moins incliné va avoir aussi une conséquence sur l'ensemble des courbures de la colonne. Et ça, c'est aussi des choses qui arrivent avec la bipédie. Donc on a ça.
Dans les principaux, l'angle du plateau sacré, les fémurs. Après, il y a des choses. Alors, je sais pas, je sais plus si elle en parle dans le livre. Enfin, elle en a parlé brièvement, mais au niveau des os, que ce soit le fémur, que ce soit le tibia. Pareil, là, les contraintes vont entraîner ce qu'on appelle une torsion tibiale, et il y a aussi une torsion fémorale. Et là, elle n'est pas rentrée dans le détail, mais là, c'est pareil. Si vous n'appliquez pas ces contraintes, vous n'aurez pas ces torsions-là, et ça peut poser problème aussi. Donc, voilà. Et dans les contraintes, on inclut aussi tout ce qui est contraction musculaire. Donc c'est vrai que chez des enfants qui n'ont pas ces contractions musculaires, l'effet de les mettre debout, ça va limiter un petit peu le souci, les déformations, mais malheureusement, en l'absence de contraintes musculaires, vous allez quand même avoir des déformations. Enfin, on a beaucoup d'enfants qui, notamment au niveau de l'angle ici, entre le col du fémur et le fémur, qui c'est pas le bon angle, et du coup il y a des tendances à la luxation de hanche, et ça c'est opération derrière, quoi. J'ai pensé à cette problématique récemment en voyant plusieurs vidéos d'ours qui se tiennent debout, des chats parfois. Là, bear standing, OK. Ouais, après, en fait, il y a, en fait, on n'est pas les seuls bipèdes, on est les seuls bipèdes permanents. Ce qui fait que les autres, notre spécificité, c'est qu'on a trouvé, c'est déjà notre mode de locomotion permanent, et qu'on a trouvé du coup une bipédie économique. Ce qui a été, ce qu'on avait vu aussi la dernière fois, quand elle a étudié la marche, qu'elle a donc utilisé ces fameux collants répéto avant que la motion capture n'existe. Voilà, il a fallu qu'ils inventent un système qui, en fait, est de la motion capture pour pouvoir étudier la marche en 3 dimensions. Et ce dont ils se sont aperçus, alors je ne sais pas si j'utilise ce logiciel bien, vraiment c'est de la bidouille, c'est que je vais vous faire une vue du dessus. Du dessus. Je vais vous parler du polygone de sustentation. En gros, qu'est-ce que j'ai fait? Je clique sur des trucs que je veux pas. Hop, voilà, on va rester là. En gros, vous avez vos 2 pieds. Non, c'est pas le bon. Je commence avec la tablette, hein. C'est pas encore ça. Quand vous avez vos 2 pieds au sol, ça forme, ça c'est vraiment une image, hein, bien sûr, vous ne le voyez pas au sol, mais ça forme ce qu'on appelle un polygone de sustentation. L'objectif, c'est que votre centre de gravité, en tout cas la projection au sol de votre centre de gravité, donc le centre de gravité qui est le centre où s'appliquent les forces, hein, corrige-moi si je dis des conneries efficience là-dessus, où vont s'appliquer les forces en gros à votre corps. On va faire la projection de ce centre de gravité au sol, et l'idéal, c'est que ce soit au milieu. Là, vous êtes stable. En revanche, si le centre de gravité il sort du polygone de sustentation, là, vous cassez la figure. Il n'y a plus d'équilibre. Donc, effectivement, quand on a un seul pied, quand on a les 2 pieds au sol, on va avoir le centre de gravité au milieu. Et quand on n'a qu'un seul pied au sol, du coup, si je redessine une espèce de zone de pseudo-polygone de sustentation, il est beaucoup plus étroit, et il va falloir essayer de mettre le centre de gravité au-dessus de cet appui. Donc j'espère que c'est clair, hein. Là, on est vraiment au-dessus, en vue du dessus de vos pieds au sol. Donc quand vous marchez, vous avez des phases où vous avez les 2 pieds au sol, et des phases où vous avez qu'un seul pied au sol. Quand vous avez les 2 pieds au sol, votre centre de gravité est plutôt au milieu, et quand vous avez qu'un seul pied au sol, vous allez rebasculer votre centre de gravité au-dessus de cet appui. Donc votre centre de gravité, il oscille du milieu, de droite à gauche, en fonction des appuis que vous avez et du nombre d'appuis que vous avez au sol. Il y a aussi, si on regarde de façon verticale, il va se déplacer, si je tire, si on regarde dans ce sens-là, votre centre de gravité, il va aussi être des fois un peu plus bas, un peu plus haut, un peu plus bas, un peu plus haut, parce que quand vous avez un seul pied au sol, vous avez les jambes qui vont fléchir,
la jambe qui va fléchir un petit peu. Enfin, même quand vous avez les deux pieds au sol, vous avez les jambes qui vont fléchir, puis se tendre, puis fléchir, puis se tendre. Ce qui explique que quand on regarde aussi au niveau vertical, il y a aussi cette propension à aller de haut en bas. Chez les primates, bah, c'est plus ou moins un peu l'inverse. Ce qui est logique, enfin, ils ont pas, vu qu'ils n'ont pas le même squelette et qu'ils n'ont pas la même efficacité, efficacité de commande au niveau, ils n'ont pas une bipédie économe. Eh ben, on voit que le centre de gravité, il fait pas la même chose quand ils sont bipèdes. Mais c'est normal, encore une fois, c'est pas leur mode de locomotion. Le centre de gravité passe de droite à gauche et d'avant en arrière. Alors, c'est pas, il va toujours aller vers l'avant. On peut pas considérer qu'il va d'avant en arrière. Il va de droite à gauche si tu prends de face, effectivement, il va aller de droite à gauche en fonction de l'appui au sol. Pas de souci, Kéros. En fonction de l'appui qui est au sol, si tu es sur le pied droit, il va avoir tendance à être plutôt à droite. Si tu es sur le pied gauche, plutôt à gauche. C'est plutôt qu'il va faire droite-gauche, mais aussi en même temps haut, bas, haut, bas, haut, bas. Il y a pas d'avant-arrière. Il n'y a pas d'avant-arrière parce que si tu es dans une marche, hein, tu vas vers l'avant. Donc, en fait, il va tout le temps progresser vers l'avant. Mais en faisant un truc un peu, une espèce de pseudo vague, droite-gauche, au bas, quelque chose d'assez joli que je n'arriverai pas à représenter en 3 dimensions puisque je n'ai que de la 2D. Mais voilà, grosso modo, il y a cette progression qui se fait au fur et à mesure. Chez les primates, c'est presque l'inverse, en fait. C'est presque l'inverse. Chez le primate, quand ils ont les deux pieds... Je vais y arriver. Quand ils ont les deux pieds au sol, ils ont plutôt tendance à avoir leur centre de gravité, pardon, qui va plutôt être sur le côté, alors que quand ils ont un seul pied au sol, leur centre de gravité, faut que je change, leur centre de gravité va plutôt se décaler vers leur, si on prend leur ligne, la ligne médiane, quoi. Après, il faut tenir compte aussi que, par exemple, nous, quand on va marcher avec les bras dans l'axe, alors que les primates vont avoir les bras qui vont partir sur les côtés, ils vont s'en servir de balancier, il va y avoir vraiment du rattrapage grâce à ça. Et ce qui fait que voilà, ça explique aussi que leur centre de gravité, il n'a pas tout à fait le même parcours, mais c'est parce qu'il y a énormément de dépenses énergétiques au-dessus avec les bras pour essayer de trouver l'équilibre, quoi. Donc c'est une marche beaucoup moins efficace, mais qui n'est pas, comme elle l'a relevé, qui n'est pas une marche pathologique pour autant. Parce que certains chercheurs parlaient de marche pathologique, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est des marches de primates qui ne sont pas des bipèdes. Voilà. Et bonsoir, Opella. L'absence de force qui veut déjà qu'on doit peser plus lourd. Les épaules là. Éjecte, on ne devrait pas peser. Ouais, moi, je n'aurais pas la réponse, Opella. Donc voilà. Mais c'est bien, tu m'as pas demandé. Mm. Vidéo centre de gravité à l'arrêt YouTube Master Balance the Science Center of Gravity of Base Support. Ok. Après, c'est sûr que des vidéos aujourd'hui qui sont moins Joe la bidouille que ce qu'elle a pu essayer de faire à l'époque, qui explique le centre de gravité, doit y en avoir quelques-unes, hein. Alors attends. Hop. Je vais quand même aller. Tac, tac. Ah. Non. Ça me fait pas ce que je veux. Hop. J'ai ajouté un coup d'œil parce qu'effectivement, s'il y a une petite vidéo rapide sur le centre de gravité, où ce sera peut-être plus clair pour tout le monde. Alors, je vais vous montrer la vidéo, mais il y a pas. Enfin, c'est en anglais, alors ça me gêne, ça m'embête un peu.
Ça m'embête un peu, mais bon. Walking, running, or simply standing still, our ability to maintain balance or stability is primarily dependent on the relationship between the body's center of gravity and its base of support. Donc là, ils disent qu'en gros, notre capacité à être stable, c'est ce que je vous expliquais, ce fameux polygone de sustentation. Donc là, ils l'ont représenté. Bon, eux, forcément, les dessins sont beaucoup plus, beaucoup plus classe que moi, hein. On sent qu'il y a, il y a, il y a, il y a un peu plus de moyens. Le centre de gravité, donc au milieu du corps. Alors bien sûr, il est pas, il est un peu plus à l'intérieur, hein, il n'est pas en avant. Et l'objectif, c'est de garder le centre de gravité au-dessus de ce polygone de sustentation. Dessine-moi un mouton. Je devrais faire ça. Let's dive into these two concepts. The center of gravity, COG. The center of gravity, COG, is a point in space where the entire body's mass behaves as if it is concentrated there. Donc, le centre de gravité, ce que je vous disais, c'est l'endroit où vont se concentrer toutes les forces sur, grosso modo, sur le corps, quoi. C'est plus facile de prendre un seul point que chaque mini point. The center of gravity varies from person to person, but on average, when standing upright, it is located in the body midline in front of. Donc là, on voit que le centre de gravité, en fait, il est situé un petit peu en avant de la vertèbre 5, 4, 3, de la L3, en avant de L3. Alors, si vous vous souvenez, la semaine dernière, on a parlé du centre de gravité situé en avant de la vertèbre D9, donc la vertèbre thoracique, la neuvième vertèbre thoracique. Et là, je vous dis qu'elle est en avant de L3. La différence entre la semaine dernière euh, était considérée la semaine dernière uniquement le tronc et pas les jambes. Donc uniquement pour le tronc, si on considère uniquement le tronc, le centre de gravité est situé en avant de la vertèbre D9. En revanche, si on prend l'ensemble du corps, tronc plus jambes, plus bras, plus tête, etc., là, le centre de gravité est situé en avant de la vertèbre L3. Donc en gros, c'est à peu près au niveau de votre taille, hein. Ce que nous, on appelle le pince-taille, c'est vraiment, vous avez votre bassin avec les crêtes iliaques ici, qui sont dures, vous avez vos côtes, et entre les deux, vous pouvez caler vos mains. Et c'est grosso modo à cet endroit-là, au milieu de votre corps, un petit peu donc en avant de vos The vertèbres. lumbar vertebrae, L1, 2, 3. However, this point can shift depending on an individual's body shape, posture, and position. For instance, when you bend forward or backward, your center of gravity moves accordingly. Oui, effectivement, ce centre de gravité est en moyenne en avant de la L3, mais effectivement, ça peut changer en fonction des personnes. Il peut être légèrement à des endroits différents en fonction de la personne, en fonction aussi de la posture qu'on a. Ça peut changer un petit peu. Mais grosso modo, retenez que notre centre de gravité est situé en avant de L3. The base of support, BOS. The body's base of support, BOS, refers to the area or part of the body that is in contact with the supporting surface, such as the ground or a floor. Ouais, c'est ce que nous, eux, ils appellent ça base of support. Nous, on appelle ça polygone de sustentation, mais c'est exactement la même chose. C'est la surface qui était représentée au sol, quoi. Were you to trace the outline of the body where it touches the ground, you would define the base of support. Et It bonsoir is the Loulou, foundation that Loulou le provides 13. stability and balance to the body when standing or performing various movements. Tu rigoles 20-20, mais oui, ça va décaler ton centre de gravité, de fait, effectivement. Et enfin, ça va décaler ton centre de gravité. Et si jamais bah, c'est un petit peu trop vers l'avant, ton corps, ta posture va compenser, va essayer de compenser pour ramener ton centre de gravité le plus possible au-dessus de ton polygone de sustentation. Voilà. Donc, le kappa, tu l'as mis, mais en même temps, c'est une vérité aussi. Alors là, ils étaient en train de dire, ils parlaient de polygone de sustentation, et en fait, Find the effectivement, base of support. si vous avez une main au sol, ben, ce polygone de sustentation va s'agrandir. Si vous avez les deux mains au sol, c'est pareil, il va s'agrandir. Donc voilà, pour que vous It is ayez the cette idée-là. foundation that provides stability and balance to the body when standing or performing various movements.
Ah oui, bah oui, en aïkido, c'est vraiment tout le jeu. Enfin, dans tous ces sports, ces arts martiaux, effectivement, c'est tout le jeu. C'est entre guillemets de sortir le centre de gravité de l'adversaire de son polygone de sustentation pour entraîner un déséquilibre et le faire de façon le moins énergivore possible aussi, si j'ai bien compris, hein, de plus efficiente possible. Et c'est tout un art, c'est tout un art. For example, the wider the stance when standing, the larger the base of support becomes, whereas a narrow stance reduces the size of the base of support. This is Donc là, ce qu'ils expliquent, c'est que forcément, plus vous avez les pieds écartés, plus vous allez agrandir ce polygone de sustentation, donc plus vous allez être stable, et plus vous allez les rapprocher. Au contraire, plus ce polygone va être petit, du coup, plus vous allez perdre en stabilité. C'est pas pour rien que dans les sports qui demandent beaucoup d'appui, souvent, que ce soit au tennis, au basket ou d'autres, hein, les sportifs ont les pieds assez écartés et aussi les jambes pliées pour abaisser le centre de gravité et gagner en stabilité. Le but, c'est vraiment d'être très stable sur ses appuis. Donc pour ça, faut qu'on fasse une collab en vrai. Mais ouais, il y aurait moyen, il y aurait moyen grave. Complètement, complètement, complètement. Et il y a eu quelques fois, franchement, où j'étais là, je patouillais un petit peu et j'étais ah là là, ouais, pourquoi Efficient, c'est pas dans le chat. Ça m'aurait aidé un petit peu. Mais oui, oui, tout ça, en fait, c'est clairement de la physique, hein. Et le pire, c'est que j'ai eu des cours de mathématiques orientés avec les vecteurs de force, mais quand tu ne pratiques pas derrière, tu comprends la logique, tu comprends le truc, mais quand tu pratiques pas les équations derrière, tu perds, quoi. Mais oui, oui, on en a eu. On en a eu. Et en fait, je comprenais assez facilement tout ce qui était calcul et tout ça sur le coup. Après, parce que ça m'amusait. Mais quand je pratique pas, après, j'oublie le truc. Donc, je suis un peu dégoûtée là-dessus. Mais bon. Après, ça m'empêchait pas de faire mon métier et de comprendre quand même la base. C'est plus là, quand je dois l'expliquer, que c'est vrai, que c'est vraiment compliqué, quoi. En vrai, on pourrait combiner ça en format court, on pourrait en parler si tu veux. Ouais, carrément, ouais. Carrément, carrément, ouais. Ah bah oui, oui, moi je suis pour, faut réunir toutes les forces, ouais, carrément. Avec plaisir, efficience. Euh, oui, c'est quand vous voulez de la stabilité, et vous le faites en général assez naturellement, vous allez écarter les pieds et plier un peu les genoux pour augmenter votre polygone de sustentation et abaisser votre centre de gravité. Parce que plus le centre de gravité va être abaissé, plus aussi il va être difficile à déloger. Ça, je suppose que ça doit être par rapport au bras de levier. Vous allez réduire le bras de levier en fait entre, pareil, il faut me dire si je me plante. Je vais dessiner, on va dire, le sol. Voilà. Le centre de gravité, il est là, ou le centre de gravité, il est là. Hop, la distance entre le sol et le centre de gravité ici et là, celle-ci étant plus grande, il vous faudra un peu moins de force parce que le bras de levier est plus grand pour le déstabiliser, alors que là, il vous en faudra beaucoup plus parce que le bras de levier est plus court. Voilà. Mais ça, c'est la version très, très courte. Et encore une fois, si... tu vois, il n'y a rien à voir. Ouais, ouais, ouais. Il y a des trucs, ça passe, mais il y en a d'autres... Il y a les bases, mais je pense qu'il y aurait moyen de faire un truc où justement on pourrait pousser peut-être un peu plus dans les calculs, parce qu'il y a plein de choses aussi hyper intéressantes, notamment dans ce qui est calcul de force appliquée au niveau de la hanche, quand on se retrouve en appui sur un seul pied, la force appliquée au niveau de l'articulation, que ce soit la hanche, le genou, etc. Alors, c'est des calculs que j'ai su faire, je serais bien incapable de refaire aujourd'hui. Elle est, vous portez, je ne sais plus combien de fois votre poids quand vous êtes en appui sur une seule jambe, plus que votre poids en fait, c'est plusieurs fois votre poids et c'est encore pire si vous êtes dans un escalier, etc. Et tu vois, ce genre de choses, par exemple, c'est des choses que toi tu pourrais expliquer. Moi, je pourrais expliquer les os, mais je pourrais pas, je pourrais pas refaire ces calculs-là parce que c'est clairement pas, voilà, c'est pas mon cœur de métier, quoi.
Mais ouais, ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool. Why it's challenging to maintain weight distribution when standing with feet close together, as it requires keeping the center of gravity on a small Oui, de fait, sur un pied, forcément, comme on a vu tout à l'heure, le polygone de sustentation est support beaucoup plus base. petit. What happens when we lose balance? Et je sais pas si vous avez vu naturellement l'animation à décaler le haut du corps sur le côté. Est-ce que je vais réussir à le What happens recapter? when we lose balance? Non, je vais pas réussir. Si, voilà. Base. Vous voyez, là, assez naturellement, ils ont envoyé le corps sur le côté parce que si on matérialisait, là, c'est dommage qu'il l'ait pas fait parce que ça aurait été, encore plus parlant, le centre de gravité qui était là. Ils ont naturellement fait l'animation pour que le centre de gravité se retrouve au-dessus de ce petit, polygone de sustentation. What happens when we lose balance? Losing balance occurs when the body's center of gravity moves outside the base of support, which significantly affects the ability to maintain balance. Donc là, c'est ce qu'ils disent, hein. Qu'est-ce qui se passe, quand on perd l'équilibre? En fait, bah, c'est, cette fameuse projection, si on projetait le centre de gravité au sol, hein, parce que le centre de gravité, on est d'accord, il reste toujours au même endroit. C'est la projection du centre de gravité au sol. On voit qu'il est plus à l'aplomb de notre polygone de sustentation et là, waouh, là, on perd l'équilibre et là, c'est compliqué. When this happens, two options arise, either falling to the ground or taking a step forward to increase the base of support. Donc ils disent là, quand ça arrive, vous avez, 2 solutions, bah, soit vous si j'ai bien compris, soit vous vous cassez la figure en gros, soit, bah, vous êtes obligé pour vous rattraper de reposer un autre appui au sol pour encore réaugmenter le polygone de sustentation et retrouver votre centre de gravité dans, la projection, en tout cas dans ce polygone de sustentation. Low center of gravity Ça paraît enfin, c'est vrai que dit comme ça paraît peut-être évident, mais c'est pour ça permet c'est la base comme, disait, Lolo tout à l'heure, c'est la base, des principes d'aïkido, de tous les sports où on va être amené à faire chuter l'autre, en fait, sont basés sur ce concept-là, de faire sortir le centre de gravité de l'adversaire de son polygone de sustentation, quoi. versus 3 points suffisent, bah, 1 point suffit, en fait. L'idée, c'est tant que ton centre de gravité est au-dessus de ton polygone de sustentation, il y a pas de souci. C'est à partir du moment où il se décale que là, ça peut poser souci et qu'il faut que tu rattrapes, enfin que tu recales à un moment donné, soit un appui, enfin que tu te dépatouilles pour que le centre de gravité se retrouve au-dessus de ton polygone de sustentation. high center of gravity. Another crucial factor influencing balance is the distance between your center of gravity and your Ah bah j'ai base of spoil. support. The rule here is simple. The lower your center of gravity, the more stable you are. And Désolée, je vous ai spoil. En gros, ils sont en train de dire effectivement, plus votre centre de gravité est bas, plus vous êtes stable. conversely, the higher your center of gravity is, the less stable you are and the easier it is to topple over if pushed. C'est pour ça que parfois, on dit que que les grands sont plus faciles à faire tomber parce que, bah, de fait, leur centre de gravité est plus haut, alors que chez quelqu'un qui est plus petit, on va dire, le centre de gravité est plus bas, mais du coup, le grand, voilà, centre de gravité plus haut, plus facile à faire tomber. Voilà, c'est pas forcément un avantage. Low center of gravity, sumo wrestler. In sumo wrestling, wrestlers purposefully lower their center of gravity by adopting a deep, wide legged stance. This low center of gravity and increased base of support provide exceptional stability, making it incredibly challenging for opponents to push and topple them over during a match. Donc là, ils prennent l'exemple qui est comment le plus, parlant, on va dire, dans ce qui est de la stabilité et de l'utilisation, du poids, du centre de gravité bas et de l'augmentation du polygone de sustentation que sont les sumos, avec cette position très caractéristique, vraiment, très fléchie, les pieds très écartés pour vraiment utiliser ces principes physiques au maximum, quoi. Et du coup, c'est ce qui fait qu'ils sont très difficiles à faire tomber, quoi, à déplacer. La première leçon de patinage, détendre les jambes pour permettre le pliage des genoux pour gagner de la stabilité. Oui, pour être stable dans le sens, gravité verticale, le point
isostationnaire, truc comme ça. Je sais pas trop ce que tu as voulu dire, Opella. Si tu peux préciser. C'est pour ça aussi que les très jeunes enfants ont des mouvements très bizarres. Ils vont drôlement vite à passer d'accroupi à debout et comment ils bougent en général, mais leur centre de gravité était évidemment méga bas. Isostatique. Les points isostatiques, trucs comme ça. Mais je vois pas je vois pas dans le point isostatique par rapport. J'ai pas compris, Opella, je suis désolée. Alors, il y a le fait, oui, qu'ils ont le centre de gravité plus bas. Enfin, il y a plein de choses. Après, ils ont des mouvements des fois un peu bizarres aussi parce que ils sont en apprentissage et que leurs réflexes et leur corps ne traitent pas encore parfaitement toutes les informations. Il y a aussi ça qui explique ça. Mais c'est vrai que sur certaines choses, vu qu'ils sont petits, qu'ils ont le centre de gravité bas, voilà, leur répartition des masses. Je pense que d'ailleurs, ça aurait été intéressant. Elle n'en parle pas dans son livre alors elle a certainement l'information. Je pense que le centre de gravité d'un bébé n'est pas forcément le même qu'un adulte aussi, du fait des proportions du corps qui sont un peu différentes. C'est High intéressant center à of voir. gravity, tiptoe balancing. When balancing on tiptoes, the center of gravity is much higher above the ground, making it prone to instability. Maintain Ah oui, donc là, il dit à l'inverse, les danseuses ont un centre de gravité très très haut. En plus, bon, elles ont un tout petit polygone de sustentation. Là, c'est Maintaining vraiment le truc, stability requires l'équilibre. constant effort and control. Balancing on tiptoes vividly demonstrates how a high center of gravity increases Ah ok, ok, instability là, ok. and the risk of toppling over compared to a lower center of gravity stance. Donc oui, après du coup, la danseuse sera plus facile à faire tomber que le sumo. Mais bon, après, lui, c'est le but, elle, c'est pas le but. Mais du coup, ça demande un effort constant pour garder l'équilibre, quoi. J'ai une formation linéaire pour stabiliser une pièce dans le plan vertical, on a besoin de 3 points d'appui. Qui paraît, j'ai envie de dire, logique, mais après je pense que vu qu'il y a le côté usinage, vous allez appliquer des forces, enfin c'est pas on peut pas tout à fait, enfin c'est les mêmes principes, mais c'est les mêmes principes, enfin c'est de la physique, mais dans des contextes différents. Donc c'est pour ça que nous on n'a pas forcément besoin de ces 3 points d'appui. Qui peut avoir des dizaines de points d'appui en lui-même. En fait, mes 3 est suffisant. Après, il y a le pied, des fois on considère plus ou moins des fois 3 points d'appui sous le pied, talon, gros orteil, petit orteil. Enfin, après, mais bon, on va considérer un seul point d'appui, hein. L'isostatisme, à ce que j'en connais, c'est le fait de se reposer sur 3 points comme le nombre minimal de pieds d'un tabouret. Oui, 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 c'est ça, c'est plus stable que à 4 pieds, la chaise est hyper statique, c'est-à-dire qu'il y a une grande possibilité de tension dans les parties de la chaise ou une tendance à avoir un balancement sur 3 pieds alternativement. Après, au niveau polygone de sustentation, on est sur les surfaces de contact avec les pieds et non des points. Oui, c'est un petit peu différent. En plus de ça, vous avez toute l'intervention aussi des muscles qui vont jouer aussi. Donc, on ne peut pas regarder tout ça tout à fait de la même façon. Après, j'avoue que ça, c'est là, on rentre dans des considérations physiques. En fait, le truc, c'est qu'un humain est un équilibre. Oui, c'est ça, c'est un équilibre dynamique, exactement. Il y a un travail constant des muscles, c'est ce qui permet de réduire à 2 points. Ouais, voilà. Efficient, ça avait spoil. 3 pieds style, 4 pieds, c'est bancal en résumé. Oui, oui, oui. Je sais que je l'avais en tête, mais après, rentrer dans le détail des explications, je serais moins habile. Et oui, notre équilibre, effectivement, il est dynamique. En gros, ne vous dites pas que quand vous êtes debout sur vos 2 pieds, rien ne se passe et vous êtes relâché. Non, il se passe plein de choses. Votre centre de gravité, si on faisait quand on fait sa projection au sol, parce que c'est ce qu'on fait en posturologie, quand on regarde sa projection au sol, en fait, il passe son temps à bouger. Il y a toujours des micro-ajustements qui se font.
Et en posturo, c'est notamment ce qu'on va regarder pour savoir justement comment il bouge. Est-ce qu'il bouge beaucoup? Est-ce qu'il bouge pas beaucoup? Est-ce qu'il est plus en avant, plus en arrière? Si on considère le milieu théorique, voilà, comment le corps, en fait, de façon dynamique, se rééquilibre, quoi. Donc oui, on est toujours, il y a toujours de la contraction, du tonus musculaire qui se fait malgré le fait que vous ne bougez pas et que vous avez l'impression de ne rien faire, quoi. Euh, Physiquement parlant, un humain est un équilibre instable. C'est comme un pendule rigide, tête vers le bas. Euh, Comme un pendule rigide, tête vers le bas. Tu veux dire... Parce que moi, j'ai toujours entendu parler effectivement de cette métaphore du pendule inversé, où moi, j'avais plutôt la vision que c'était un pendule où tu avais la tige du pendule et la tête, le poing en haut. Ah là, je viens de le faire, ça se voit. Tête vers le haut. Ok, oui, oui, on est d'accord. Et du coup, le point fixe, il est là et ça va osciller de droite à gauche, quoi. Et du coup, c'est ça qui crée l'instabilité, quoi. Mais oui, j'ai entendu parler de ce truc-là, ouais, considérer le corps humain comme un pendule inversé, ouais. Ouais, ouais, on l'utilise aussi, ouais. Bah voilà, bah c'était la fin de la vidéo. Bah merci 2020 pour cette petite vidéo qui était très bien, qui était le résumé en anglais, hein. Peut-être que les anglophones auront eu du coup triple explication presque, mais c'était un bon résumé. Hop, j'ai envie de la mettre dans le Discord. J'ai même pas ouvert le Discord. Bah bravo Gaël. Où est-ce que je peux vous la mettre? Bah, je vais vous la mettre dans Anatomie, ça. Je vais vous la mettre dans Anatomie. Hop. Voilà, comme ça, elle est dans le Discord. Parce que, pour rappel, le Discord, c'est vraiment l'endroit où vous retrouvez tout ce qu'on aborde, pendant le live. Je remets tous les articles, les vidéos, les supports en fait utilisés. Je les remets dans le Discord. Comme ça, vous pouvez les consulter à tête reposée par la suite. Alors, le bouquin n'est pas dans le Discord, mais voilà, au moins vous aurez la petite vidéo si vous voulez revoir ça un petit peu à tête reposée. Comment on était arrivé à parler de ça? Je sais même plus. Ah, c'est parce que je faisais le résumé, en fait, c'est pour ça. Waouh, 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 les digressions. Ça, on aime Twitch pour ça, pour les digressions. Mais en fait, du coup, ça nous a amené à parler c'était la fin du résumé, grosso modo. On a parlé de la position au niveau de l'articulation entre le crâne et les cervicales qui était plutôt centrale. On a parlé de l'obliquité du fémur. On a parlé des courbes vertébrales qui sont aussi propres aux êtres humains. La seule chose dont j'ai pas parlé, je vous ai dit, le squelette, il est d'un enfant, d'un bébé, il est pas le même que le squelette d'un adulte. Il se forme avec les contraintes qui vont être appliquées sur les os, et notamment les contraintes liées à la bipédie. C'est notamment comme ça qu'on a et les courbures vertébrales et l'obliquité du fémur, et aussi les torsions fémorales et tibiales, dont je ne rentrerai pas forcément dans les détails. Mais voilà, c'est parce que l'enfant se met debout que ça se fait. Ce que j'avais pas dit aussi, dont elle a parlé dans le livre, c'est ce qu'ils ont pu observer, c'est qu'un enfant qui n'a pas de sollicitation de son entourage positive, qui n'a pas d'affection, qui n'est pas encouragé à se mettre debout, ne se mettra pas debout et restera quadrupède. Donc, tout ça, l'idée derrière est de dire, encore une fois, en fait, la bipédie n'est pas une évidence en soi. La bipédie est vraiment un parcours propre à l'humain aussi,
à son vécu, à sa sociabilisation pour arriver à se mettre debout. Donc ce n'est pas une évidence. Nous ne sommes pas des bipèdes de façon si évidente que ça. En plus du fait que le squelette du bébé n'est pas forcément le même que le squelette d'un adulte. Ouais, ouais, oui, les post-it. Mais alors, le problème, c'est que j'aurais des post-it partout. Je verrais plus mon écran, j'aurais plus de bureau. Pas sûr que ça marche bien, cette idée. Euh, et il y avait un dernier truc que je voulais aborder, mais je ne sais plus. Donc ça, je vous l'ai dit, cette histoire d'encouragement social. Qui est aussi important pour le développement, comme on l'a dit, le cerveau n'étant pas fini, il va falloir aussi qu'il y ait tout un entourage pour l'aider à apprendre, pour l'aider à comprendre le monde qui l'entoure et aider au développement du cerveau. Donc la plupart des choses que je vous ai dites là, ce sont des choses qui sont pas, du coup, en fait, qui relèvent pas de la génétique, qui relèvent pas de l'inné, qui sont des choses qui vont être vraiment liées au vécu de l'enfant. C'est aussi pour ça qu'on est aussi aussi tous différents, qu'on a aussi tous des squelettes différents, qu'il n'y a pas de courbure vertébrale. Alors, il y a des moyennes, bien sûr, mais il y a une grosse hétérogénéité dans dans les angles de courbure qu'on peut voir, parce que c'est lié au vécu, à l'expérience et à l'expérience de l'enfant. Donc, tous les squelettes sont différents parce que nous n'évoluons pas, nous n'apprenons pas à marcher de la même façon, tout à fait, dans les mêmes temps, dans les mêmes circonstances, dans les mêmes. Enfin voilà, donc ça c'est assez. Enfin, je trouve ça assez rigolo quand on y pense. En revanche, elle avait remarqué que par rapport à l'obliquité du fémur, le fait que le fémur soit incliné comme ça, vous avez la patella qu'on appelle aussi la rotule, hein, vous connaissez certainement sous le nom de rotule, qui est là. Le fait que le fémur soit oblique, comment expliquer ça? En fait, sur la rotule, le gros muscle ici, enfin les gros muscles, votre quadriceps ici, qui sert à tendre la jambe, à mettre la jambe en extension, il va tirer sur la rotule. Il va tracter la rotule pour pouvoir mettre la jambe en extension. Sauf que comme le fémur il est oblique, les forces qui vont s'appliquer sur la rotule, au lieu d'être hop, tac, le fémur, tac, le tibia, et vous avez, comment je vais faire la rotule? Je vais faire la rotule, on va faire, non, je vais faire un point vert. Et vous avez la rotule ici. Hop, on a le muscle qui va vouloir, pour tendre la jambe, qui va vouloir tendre la jambe, donc cette partie-là, il va vouloir la tendre comme ça, sauf que lui, il va tirer comme ça. Parce que il suit la trajectoire du fémur. Ce qui va avoir pour conséquence, au final, de vouloir amener la rotule vers l'extérieur. On n'a pas envie qu'elle sorte du genou, la rotule. On veut la garder, c'est quand même plus agréable et plus confortable, on veut la garder dans l'axe. Croyez-moi, une articulation, vous voulez la garder dans l'axe. Les luxations, c'est pas agréable du tout. Et encore, le mot est faible. Donc, pour éviter ça, pour éviter que la rotule ne sorte vers l'extérieur, la rotule, déjà en elle-même, elle a un petit biseau ici pour venir s'encastrer au niveau du fémur dans une espèce de petite encoche ici qui évite à la rotule de se barrer sur le côté. Ce que Christine Tardieu avait constaté, c'est que on est d'accord que cette conséquence de cette encoche, parce que ça n'est pas du tout observé chez les primates, hein. Cette encoche, que ce soit au niveau de la trochlée fémorale que de la patella, oui, ultra douloureux, ouais, c'est ça. Exactement. Et le mot est faible. Moi, je mets la luxation, en tout cas de l'épaule, je la place à 11 sur 10 dans l'échelle de la douleur. Voilà. Mais bon,
Après, c'est 11 sur 10 sur le coup. Ça se stabilise, on va dire, à 10, 10 et demi. Et quand elle revient, pareil, on repasse à 11-12 et vous redescendez tout de suite, par contre, très très rapidement à 5, 6, 7 de douleur, quoi. Après, voilà, c'est mon expérience personnelle, mais on l'a déjà dit, la douleur, le ressenti de la douleur est très subjectif. Donc, pour reparler de cette rotule et de ce fémur, ces encoches sont le fruit de l'obliquité, au final, du fémur qui engendre cette contrainte-là. L'obliquité du fémur, qu'on rappelle, qui est le fruit de la mise en position bipède de l'enfant. Si l'enfant ne se lève pas, il n'y a pas besoin s'il n'y a pas d'obliquité fémorale, il n'y a pas besoin d'avoir d'encoche. Ben, il se trouve qu'en fait, Christine Tardieu a découvert que cette encoche, pour le coup, on l'avait dès la naissance. Donc, c'était génétique. Il y avait, c'était dès le début. Alors que dès le début, au final, l'enfant n'en a pas besoin. Donc voilà, il y a des choses qui sont issues de l'expérience, on va dire, de l'environnement, et d'autres choses qui sont effectivement issues de la génétique, etc. Donc voilà, donc enfin voilà, elle nous raconte toute cette histoire. Et là, nous en étions